Voilà. Je suis responsable du financement des structures de l'ESS au sein d'Initiactive, qui est l'association France Active de Drôme-Ardèche. Comme évoqué, Excusez-moi, Fabienne. Excusez-moi, Fabienne, c'est Chloé. Je oui, voulais savoir si vous aviez une présentation à partager, que je vous mette en présentatrice si c'est le cas. non, on n'a pas prévu de support particulier pour cet atelier. Ok, très bien. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Donc cet atelier va se dérouler en 2 temps, environ 25 minutes qui vont être consacrées à voilà, les apports de nos 2 intervenants, leur retour d'expérience et sur ce mode de financement qu'est le financement participatif. Et ensuite, on a prévu de laisser une large part aux questions, échanges avec les intervenants justement, pour que vous puissiez poser toutes vos questions et avoir voilà, être plus outillés sur la question du financement participatif. Alors, je me tourne en premier lieu vers Adrien, peut-être pour lui demander de nous expliquer ce qu'est le financement participatif et les formes qu'il peut prendre. Voilà, puisqu'on en connaît souvent une, mais il y a également d'autres formes de financement participatif. Et ben, du coup, je prends le relais. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Sylvain, Fabienne, vous me dites? Si, c'est parfait. Ça va? Ok, cool. Bonjour à tous et à toutes, et bonjour Fabienne et Sylvain. À défaut de vous voir en vrai, on se voit sur petite caméra comme ça. Et ça va pas dire, c'est pas le même exercice, mais ça va bien le faire, pardon. Alors du coup, je me présente. Fabienne m'a présenté. Moi, je m'occupe du développement de projets chez KissKissBankBank. On est une plateforme française de financement participatif et on accompagne à peu près 3000 projets. Juste, excuse-moi Adrien, peut-être parler un peu moins vite pour qu'on comprenne bien ton propos. T'as raison, parce que ouais, j'ai tendance à bafouer. Donc, je travaille pour KissKissBankBank, qui est une plateforme de financement participatif, et on accompagne à peu près 3000 projets chaque année pour qu'ils puissent arriver à collecter des fonds auprès du grand public. Pour répondre à ta première question, Fabienne, et pour poser les bases, le financement participatif, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, le principe il est très simple, c'est que contrairement au financement traditionnel, qui repose plutôt sur beaucoup d'argent amené par peu de personnes, c'est-à-dire une banque ou des investisseurs ou une subvention, etc. Et bien là, on vient faire l'inverse, c'est-à-dire avec beaucoup de personnes, à travers soit un don, soit un prêt, soit un investissement, qui va être plus minime. La totalité fait qu'on va réussir à aller collecter de l'argent auprès du grand public. Donc le principe, il est très simple, c'est de réussir à travers des modèles de sites internet qu'on va dénommer des plateformes de financement participatif, d'aller soutenir des projets en tant que contributeur auquel on tient, et de l'autre côté, si vous êtes porteur de projet, d'aller solliciter le grand public pour venir tout simplement collecter des fonds auprès d'eux. Donc ça, c'est le grand principe de base. C'est un nouveau modèle de financement qui est plus synergique. Ça existe en fait depuis 2009. On a bientôt 12 ans le financement participatif dans le monde, et ça commence à être effectivement rentré dans les rouages du financement. Et pour vous expliquer un peu plus en détail ce qu'on va dénommer crowdfunding en anglais, des financements participatifs en français, c'est 3 modèles de financement qui sont vraiment distincts, dont on parlera pas forcément tout en détail des 3, mais quand même. Le premier qui est le plus connu, c'est le modèle du don, soit sans contrepartie, soit du don avec contrepartie. Donc ça, c'est les plateformes que vous connaissez. Enfin, vous voyez tous ces projets sur des plateformes telles que Zest, telles que Mimosa, qui est dédiée à l'agriculture, KissKissBankBank, on est une plateforme généraliste, et Ulule, qui est aussi une plateforme généraliste. Vous connaissez aussi peut-être Hello Asso pour des projets associatifs. Donc là, le principe, c'est de venir donner de l'argent en échange d'une contrepartie ou pas, pour aller soutenir votre projet. C'est le premier modèle, c'est le plus connu. C'est à peu près 5000, 6000 projets chaque année qui sont financés par ce modèle-là. Il y a un autre modèle ensuite qui est celui qu'on appelle dans le jargon le crowdlending. Donc en fait, c'est du prêt en financement participatif sous forme de prêt, directement aussi auprès du grand public, qui va concerner plutôt des entreprises qui sont, elles, en développement, et qui, au lieu d'aller faire un emprunt bancaire, eh bien, viennent emprunter auprès du grand public. Quand sur le don, on est plutôt sur des entreprises ou des projets associatifs qui sont en création. Et enfin, il y a le dernier modèle, de l'investissement, qu'on va appeler dans le jargon l'equity, qui consiste en une prise de part en capital, ou en tout cas un investissement participatif. Ce n'est pas forcément une prise de part en capital, Sylvain vous l'expliquera, mais simplement on vient investir dans un projet
C'est souvent des projets qui sont en forte croissance et qui viennent collecter beaucoup d'argent. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions sur ces projets-là. Et le but étant d'avoir un retour sur investissement potentiel si un jour il arrive de son investissement. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est les trois modèles différents. Pouvez-vous écrire les trois formes de financement participatif que je vais décrire là? Ah, tu as relevé une question du chat, c'est ça? Ouais, alors, moi, je ne les vois pas. D'accord, ok. Ah oui, si, ça y est. Voilà, donc ça c'est fait peut-être aussi donner une tendance, puisque comme tu le disais, Adrien, voilà, il y a un peu plus de 10 ans maintenant que le financement participatif se développe. Est-ce que on est tous à titre personnel sollicités, voilà, une fois, deux fois, trois fois par an pour venir soutenir un projet à travers du financement participatif, et on peut avoir l'impression que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on arrive plutôt à une sorte de plateau, c'est-à-dire c'est une ressource qui est importante mais qui en même temps ne croît pas de manière exponentielle? Alors en fait, ça va dépendre des modèles, enfin des formes de financement participatif. Pour le modèle du don, on n'est plus forcément en croissance. On est à peu près à 80 millions d'euros qui sont collectés chaque année. Ça fait 3 ans que ça stagne entre 75 et 85 millions d'euros, on va dire. Donc on a atteint une certaine maturité du marché sur le modèle du don. Sur le modèle du financement en capital qu'on appelle equity, on est un peu plus bas, aux alentours de 60 millions d'euros qui sont collectés chaque année, et ça stagne aussi, même si potentiellement il y aura une croissance, mais ça peine un peu à prendre pour le moment. Par contre, sur le modèle du prêt, là il y a une très forte croissance, puisqu'on est à 600 millions d'euros collectés sur cette forme-là, quand on était à 200 millions d'euros l'année précédente. Donc là, le crowd lending est en train de grandir fortement. Donc il y a trois tendances sur le marché. Alors, ok, super. Oui, pardon, vas-y. Je prends les questions de Sylvain, parce que Sylvain pose des questions en même temps pour nous donner quelques pistes pour avancer, pour vous parler un petit peu du modèle du don, qui est celui personnellement je connais le mieux et que le grand public connaît le mieux. En moyenne, sur les projets qui viennent solliciter des dons des contributeurs, on est sur des projets en moyenne au niveau national qui collectent 5 000 euros à peu près, et le don moyen, il est aux alentours de 50 euros. Ce qui veut dire que par projet, on a environ 100 contributeurs qui viennent. Donc vous voyez, c'est essentiellement pour des projets en création qui ont besoin d'argent, soit pour aller faire un effet de levier auprès d'autres investisseurs et banquiers, de montrer qu'il y a un intérêt du marché, soit qui ont un besoin, soit qui peuvent se servir du financement participatif comme étant aussi un outil de précommande de produits. Mais en moyenne, c'est 5 000 euros, même si c'est très divers. Évidemment, c'est une moyenne. On a des projets qui collectent 1 million d'euros sur le don, et puis il y en a beaucoup qui viennent collecter simplement 200, 500, 1000 euros. Ok, et dans tout ce volume-là, ces statistiques que tu évoques, est-ce qu'il s'agit systématiquement de projets, entre guillemets, d'entreprises ou porteurs d'activités économiques et d'emploi, ou est-ce qu'il y a une part aussi de projets personnels sur des objets vraiment plus personnels, quoi? Alors, sur le modèle du don, en tout cas, et en fait, dans tous les cas, sur le don, le prêt ou le capital, on est sur des projets qui s'adressent au grand public, c'est-à-dire qui sont sur un modèle, on va dire, dans le jargon commercial, on dit business to consumer. Donc, c'est-à-dire, on vient toucher le grand public, on ne vend pas à d'autres entreprises. Et ensuite, comme typologie de porteurs de projet, sur le modèle du don, on a à la fois des particuliers qui viennent collecter de l'argent pour un projet de solidarité, pour un projet culturel. Je sais pas, par exemple, je fais de la peinture et j'ai envie de faire une exposition à la MJC à côté de chez moi. Il me manque 800 euros pour pouvoir acheter du matériel. J'ai pas besoin d'association en entreprise, donc je peux faire une collecte directement en tant que particulier. On a beaucoup de projets d'entreprise, peu importe le statut juridique. On peut être en coopérative, en SAS, en SARL, en micro-entrepreneur. Après, il y a des questions de comptabilité et de juridique qui rentrent, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Et on peut aussi évidemment être une association, qu'elle soit reconnue d'intérêt général ou d'utilité publique, c'est-à-dire qu'on puisse émettre des reçus fiscaux ou pas. On a des clubs de sport de quartier qui font des collectes aussi pour financer du matériel, de l'équipement, etc., et qui ne peuvent pas émettre de reçus fiscaux. Et enfin, le dernier modèle, c'est les collectivités territoriales qui, depuis maintenant 5 ans, peuvent aussi faire du financement participatif sur du modèle de don pour des projets sociaux, éducatifs et culturels. Fabienne, il y a des questions.
Oui, oui, il y avait une question sur quel est le modèle qui fonctionne le mieux pour récolter, donc entre dons, prêts ou crowdfunding et investissement ou equity. Peut-être qu'on peut se dire, voilà, quelle forme de financement est adaptée et le mieux adapté à quel projet en retournant un petit peu la question. Ouais, c'est plutôt ça parce que si le but c'est de collecter une somme à proprement parler, en fait c'est pas comme ça qu'il faut se poser la question. C'est plutôt est-ce que votre projet il est éligible à une plateforme de dons ou alors à un projet en capital ou alors à un projet en prêt. En fait, si on regarde juste les chiffres, en moyenne sur les plateformes de dons, on collecte 5 000 euros. En moyenne sur les plateformes de prêt, on vient collecter plutôt aux alentours de 150 000 euros. Et en moyenne sur les plateformes de capital, on est plutôt aux alentours de 500 000 euros. Donc c'est le capital qui collecte le plus d'argent. Par contre, simplement, il y a des critères d'éligibilité sur les plateformes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas proposer votre projet et puis paf, il va être accepté le lendemain sur la plateforme. Toutes les plateformes font une sélection des projets qui va non pas être subjective évidemment, mais qui va être objective. Nous, sur le don, on fait une sélection qui va être un peu moins drastique sur les deux autres modèles parce que c'est simplement du don, donc on ne vient pas investir, il n'y a pas Il n'y a question pas de d'enjeu juridique. de remboursement, de solvabilité. Exactement, donc le risque il est visible sur la plateforme, donc on est moins intransigeant, mais on fait quand même une sélection. Hein. Nous sur KissKissBankBank, on accepte à peu près un tiers des projets qui nous sont envoyés, parce qu'on a beaucoup de projets personnels qui nous sont envoyés. Donc vous voulez vous payer des vacances et vous envoyez sur une maison et vous nous proposez un projet, évidemment on ne va pas l'accepter parce qu'on demande à ce qu'il y ait une portée collective au projet. Donc on va refuser à peu près 2 projets sur 3 qui nous auront envoyés. Et après sur les plateformes de prêt et d'equity, sur les plateformes de prêt, en général, ils demandent déjà 2 ans d'existence. Alors, c'est uniquement pour les entreprises, quasiment. Ils demandent 2 ans d'existence le plus souvent. Il faut être rentable. Donc, ils font une analyse financière comme le fait votre banque. Donc, il y a une sélectivité qui est assez drastique parce que je crois qu'ils acceptent 1% des dossiers qui leur sont envoyés. Et sur les plateformes en capital, c'est un petit peu pareil. En fait, ils font une vraie analyse économique de votre projet d'entreprise et donc ensuite, c'est la plateforme qui décide ou non de vous accepter. Mais pour cette partie-là, je laisserai Sylvain un peu plus détaillé sur la sélection des plateformes en capital, parce qu'il connaît bien le sujet. Effectivement, je vais passer la parole à Sylvain, juste une petite précision sur le financement en prêt participatif, ou en crowdlending, ça intervient aussi à la création. Enfin, j'ai vu moi des exemples récents de financement, de mobilisation d'un prêt dès la création. Bon voilà, mais effectivement avec une analyse assez poussée des prévisionnels. Oui, ça peut, mais c'est sur des montants qui sont très petits. On va notamment être, en fait, c'est beaucoup pour des projets agricoles, par exemple, il y a une plateforme qui s'appelle Mimosa qui fait du prêt aussi et qui peut faire du Oui, prêt pour la crowdlending. On est sur des très faibles montants, on est aux alentours de 10 000 euros en prêt et ils font effectivement une étude poussée qui parfois prend du temps. Du coup, les 10 000 euros que vous collectez à la fin, vous mettez du temps avant de les recevoir. Donc, effectivement, en tout cas, on peut de temps en temps, même en création, solliciter du prêt. Je prends juste mm. la question qui a été posée par Thomas Amblard sur le crowdlending, l'encadrement légal, remboursement bloqué sur X années, taux d'intérêt, etc. Alors Thomas, je vous conseillerais d'aller regarder un petit peu plus en détail sur Google parce que pour rentrer plus en détail précisément, on va y passer beaucoup de temps, mais je vous réponds très simplement qu'évidemment tout est cadré. Le crowdlending, ça a été permis par un décret qui vient de la loi Macron, qui va dater de 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. Toutes les plateformes sont suivies par les autorités des marchés financiers. Il y a un statut juridique propre aux plateformes qui s'appelle CIP ou IFP, qui permet d'aller collecter des prêts. Et ensuite, les remboursements, eh bien, ils dépendent évidemment des projets. Donc, avoir un remboursement pendant 24 mois ou alors pendant 6 ans. Et le taux d'intérêt, évidemment, varie selon le type de projet. C'est la plateforme qui vous les propose. Et en général, c'est les taux d'intérêt qui sont très favorable, puisque vous prenez un gros risque, évidemment, à les prêter à une entreprise, parce que si l'entreprise fait faillite, vous n'êtes pas remboursé. Donc, je vous conseille d'aller voir un petit peu plus en détail sur les plateformes en question. Je pourrais vous écrire quelques noms de plateformes si ça vous dit sur le chat, en crowdlending.
Ok, merci. Du coup, je vais me tourner vers Sylvain pour peut-être lui demander de nous faire part de son expérience, puisqu'il a eu à mener deux campagnes pour des projets très différents. L'un pour un tiers-lieu associatif et il s'agissait de mobiliser du don, et l'autre pour Village Vivant. Et là, on était plutôt on était sur du crowd equity, donc de l'investissement. Peut-être, Sylvain, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui avait motivé le recours au crowdfunding, en quoi ça a été un succès ou pas, et puis les points de vigilance que tu mettrais en avant suite à ces expériences. Merci Fabienne, bonjour à tous, bonjour Adrien. Voilà, du coup, moi, je suis gérant de la coopérative Village Vivant et je m'occupe en particulier de la stratégie de financement puisque on achète des biens immobiliers en zone rurale qu'on réhabilite et qu'on loue à des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour créer du lien, des emplois et dynamiser ces territoires. Donc, pour faire tout ça, il faut de l'argent. Mais de l'argent, pas n'importe quel argent, puisque l'argent, on peut le trouver à différents endroits. Et d'ailleurs, on hybride un maximum nos sources de financement, mais on veut le trouver notamment avec les habitants. Puisque ces projets, les nôtres, mais la plupart des projets de l'économie sociale et solidaire vus en zone rurale, ils n'ont de sens que s'ils répondent à un besoin, que s'ils sont acceptés et portés par les habitants. Donc, que ce soit pour l'exemple du tiers-lieu associatif, donc il s'agit de l'usine vivante, on avait besoin d'argent, mais on avait aussi besoin d'ancrage dans la population crétoise et alentour. Et Village Vivant, on veut être une foncière avec et pour les habitants. Donc, on est allé mobiliser des fonds. Donc, je peux vous faire un petit retour d'expérience sur comment elles se sont passées, ces campagnes. La campagne de l'usine vivante, elle a eu lieu en 2016. Elle a mobilisé 260 personnes pour 23 000 euros et elle a eu lieu 18 mois après la création, l'ouverture du lieu. Vous allez voir que ce 18 mois, il va résonner, et c'est presque un hasard, mais pas totalement, avec la levée de fonds de Village Vivant qui elle-même a eu lieu à peu près 18 mois après la création de l'association. Elle a mobilisé la campagne de l'usine vivante, 5 bénévoles qui ont permis de faire un film avec beaucoup de bénévolat, mais quelques petites prestations pour faire du step motion, des incrustations et la rendre un petit peu dans l'air du temps, cette vidéo. Mais on peut dire au global, une vidéo qui s'est approchée pas loin d'un coût zéro en dehors de la commission qu'on a reversée à la plateforme Zest. Mais donc un film, plein d'événements, et on va en parler plus tard, mais je mets déjà un point là-dessus. C'est, je pense qu'en zone rurale, mais d'ailleurs en ville aussi, mais disons en particulier en zone rurale, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, c'est important de ne pas tout miser sur les réseaux sociaux. C'est évident qu'il faut avoir une stratégie. On va mobiliser des médias et notamment tous les réseaux sociaux puisque c'est assez puissant, mais de miser aussi sur du présentiel, des événements où on fait du lien, où on rencontre les gens et on les sollicite en direct sur l'intention du projet et sur la manière dont ils peuvent l'aider. Je pense que c'est vraiment important de ne pas céder au tout numérique. Donc, c'était une campagne de don contre don. Donc, on a été assez créatifs. Il y avait des journées avec un guide de pêche à la mouche. Il y avait des photos d'art par un photographe. Il y avait une journée de randonnée avec un guide de randonnée, etc. Donc, toute la communauté de l'usine vivante, donc les bénévoles et les résidents de ce tiers-lieu ont proposé des contreparties pour aller inciter les gens à dépasser le petit don de 20 euros. Donc, on a eu des dons entre 20 euros et 1 500 euros. Et donc, on a collecté, je pense que je l'ai dit, 23 000 euros auprès de 260 personnes. Ça a duré 4 mois, au moins 4 mois, 2 mois avant, 2 mois pendant. Il y a eu une équipe de 5 personnes qui a vraiment mouillé la chemise et une équipe élargie de 10 à 15, 20 personnes qui a donné la main sur des moments plus ponctuels. Et ce qui a été assez habile, c'était un concours de circonstances, mais voilà, c'est qu'on a démarré la campagne sur les journées du patrimoine et le projet consistait à réhabiliter une usine en friche
Et donc, on a accueilli des centaines de personnes sur la journée du patrimoine, où l'intention réelle, c'était de faire visiter le bâtiment, mais c'était aussi l'occasion de leur dire, eh ben, ça vous plaît, ça vous paraît intéressant, ce lieu patrimonial, une ancienne usine témoin de l'urbanisme des siècles passés, eh ben, on peut le réhabiliter ensemble. Et donc, on a élargi notre communauté, puisqu'il y avait déjà une communauté assez importante, mais cet événement, il a permis de toucher plusieurs centaines de personnes qu'on n'avait jamais vues auparavant, et donc d'élargir notre cercle. Je ne sais pas si, Fabienne, je te laisse me pondérer si je déroule un petit peu autour de Village Vivant, ou si tu veux, après ce premier exemple, passer à autre chose. Et ben peut-être qu'on peut à partir de là prendre un petit peu de hauteur et demander à Adrien quels sont du coup les avantages et les inconvénients. Enfin, vous pouvez intervenir tous les deux, hein, mais de mobiliser du financement participatif. Voilà de votre point de vue et de votre expérience, quoi. Bah, je commence sur les avantages et Sylvain, je te laisse sur les inconvénients. Ouais. C'est vraiment, c'est vache, hein. C'est vache comme répartition. On va se compléter. Comme avantage pour utiliser le financement participatif dans votre projet, alors le premier vrai avantage, c'est que c'est de l'argent qui vient en complément de toutes les autres sources de financement. Mais simplement, c'est peu d'argent collecté potentiellement, en tout cas sur le modèle du don. Alors pour Sylvain, avec l'usine vivante, ça a été quand même plus de 20 000 euros, c'est pas rien, mais par rapport au travail qui est effectué, eh ben, 20 000 euros, ils sont bien mérités. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Si vous venez uniquement pour le côté financier, on va pas se mentir, vous allez être déçu et vous dire que vous avez beaucoup travaillé pour peu d'argent collecté. Heureusement, il y a d'autres avantages. Les autres avantages, c'est que bon, c'est de l'argent, c'est déjà bien. Le deuxième point, c'est que une campagne de crowdfunding, c'est aussi et surtout une campagne de communication dédiée à votre projet. Vous allez avoir une page sur une plateforme web qui va être par le plus grand nombre de personnes. Le but, c'est que la France entière, l'Europe entière puisse l'avoir passé. Et donc, vous allez vous en servir comme vraie campagne de communication, d'autant plus que ça va être une campagne de communication qui va être très souvent plusieurs mois, plusieurs semaines, ou pendant en tout cas la création de votre projet. Donc, vous allez communiquer sur votre projet avant même qu'il puisse exister. Et donc ça, c'est une bonne excuse en fait pour parler de votre projet. Donc ça, c'est le deuxième argument. Le troisième argument, c'est la création d'une communauté qui va être engagée, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous suit sur les réseaux sociaux, qui vous suit un petit peu de loin, qui est inscrit à votre newsletter, qui s'intéresse un petit peu à votre projet, très bien, mais l'engagement, il n'est pas extrêmement fort. Par contre, quelqu'un qui vient participer financièrement à votre projet, même à hauteur de 10 euros, ça veut dire qu'il vous fait confiance, qu'il a envie de vous soutenir. Cette personne-là, elle devient un vrai ambassadeur, une vraie ambassadrice de votre projet. Et donc, vous allez créer une communauté. Si vous avez, tu vois, vous voyez, Sylvain, il a eu 200 personnes qui croient au projet avant tout le monde, qui en sont fiers, qui en parlent autour d'eux, qui, lorsque le projet va se lancer, eh bien, ils vont être les premiers à être là et à en faire la publicité. Donc, c'est une communauté qui va être engagée, qui va vous suivre, ils font partie de votre équipe. Et enfin, le dernier argument pour une campagne de crowdfunding, c'est que c'est aussi et surtout un sorte de véritable test d'intérêt ou test de marché si on est une entreprise. Un vrai test d'intérêt pour voir si le public y adhère et si potentiellement à même de proposer un modèle économique à cela. Alors, pour vous illustrer un petit peu le sujet, si par exemple je fabrique des chaussures en peau de mouton qui sont des moutons qui viennent de Cray, côté local, écolo, etc. Je suis persuadé que mes chaussures en peau de mouton, ça va cartonner. J'ai fait un prototype qui fonctionne bien. J'ai donné quelques paires de chaussures à des amis pour qu'ils les essayent, qu'ils en fassent la publicité. Et puis, en fait, au moment où je me dis, OK, ça y est, je vais me lancer sur le marché, il n'y a rien de mieux qu'une campagne de financement participatif pour aller tester son marché. Donc, en fait, vous mettez en contrepartie vos chaussures en peau de mouton en disant, voilà, à 70 euros, vous recevrez en avant-première les chaussures, vous les recevrez peut-être que dans 6 mois, parce qu'il faut d'abord que je les produise. Ça va me faire de l'argent pour aller produire tout ça. Et je vais me mettre sur la place publique et aller comme si je les vendais. C'était une campagne de pré-vente qui se fait beaucoup maintenant en financement participatif. Et là, je vais rapidement me rendre compte que si j'ai 2 contributeurs qui sont souvent mon grand-père, en fait, il n'y a peut-être pas de marché. Si toute la Drôme et la France entière me l'achètent et que je me retrouve avec 10 000
contributeurs, acheteurs qui viennent me l'acheter en avant-première, eh bien, ça valide potentiellement le fait que je peux arrêter mon boulot et me consacrer uniquement à ça dans mon projet. Donc, c'est ces 4 arguments-là, c'est de l'argent, c'est une campagne de communication, c'est une communauté engagée qui va vous suivre, et c'est un test du projet auprès du grand public en direct. Je ne sais pas si tu as des choses à compléter, Sylvain. D'autres idées? Je rebondis. Ouais, mon micro marche. Oui, je rebondis sur. Tu disais, je vais démarrer mon projet et je vais directement avoir des clients ou Un retour de marché. certitudes. Voilà, du coup, je pense qu'il y a des projets qui ont besoin vraiment au moment de passer de l'idée à la création, c'est financé par le crowdfunding. Et du coup, il faut que l'ambition en termes de montant à lever soit aussi en phase avec ce stade. Et du coup, c'est pour ça que j'évoquais là dans mon témoignage qu'on l'a fait au bout de 18 mois pour l'usine vivante, mais également pour Village Vivant, pour déjà avoir quelque chose d'important, c'est une communauté un petit peu élargie, déjà avoir une base de gens attirés ou déjà convaincus par le projet un petit peu élargi, avoir des résultats. Et puis à l'heure où on sollicite beaucoup les gens, moi j'étais plus à l'aise à l'idée voilà, de montrer vraiment l'ambition sociale avec du concret. Et du coup, je pense que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire vraiment dans une phase d'émergence de projet une campagne de crowdfunding, mais que, en tout cas, si on le fait un peu plus tard, on se donne les moyens d'avoir une ambition un petit peu plus importante en termes de nombre de personnes atteintes et de montants collectés. Et puis on est plus assuré aussi de. Excuse-moi, je t'interromps, on est plus assuré aussi de la promesse qu'on fait, entre guillemets, puisqu'on a commencé à la tester ou à la valider à petite échelle, quoi. Voilà. Une clé aussi pour choisir l'outil qu'on va utiliser entre dons, prêts et capital. Bon, il y a déjà le type de projet, hein, il y a des projets et votre plan de financement d'un point de vue financier, de regarder la structure de votre plan de financement. Voilà, il y a des choses qu'on finance par du prêt en fonction de la durée d'amortissement de ce qu'on va financer. Il y a des choses qu'on finance sur du capital, si c'est sur du très stable et pour aller faire un effet de levier. Et puis sur du fonctionnement ou des choses où il n'y a pas vraiment de modèle économique forcément rentable, par du don. L'autre chose aussi, c'est de questionner vraiment l'intérêt collectif de votre projet et en fonction de ça, d'aller chercher du don pur si c'est vraiment pour une cause humanitaire ou si c'est pour l'installation d'une ferme ou un projet qui a un modèle économique, de laisser, moi ça avait été aussi mon raisonnement, de laisser la place. Si moi j'ai un modèle économique, je vais aller chercher de l'argent en prêt pour que les projets qui dépendent de dons gardent entre guillemets leur part de marché. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est voilà, de ne pas surmobiliser les personnes sur le don. Donc voilà, se poser la question de l'intérêt général. Je peux embrayer rapidement avec mon témoignage sur Village Vivant, donc financer l'acquisition de biens immobiliers, donc où on doit avoir un modèle économique, être rentable, pas faire des grosses marges, mais en tout cas créer un équilibre viable dans la durée. Donc on a choisi de faire des levées de fonds en titre participatif. Les titres participatifs, c'est une forme d'emprunt sur une durée qui est standard. C'est une durée de 7 ans. C'est un outil spécifique pour les SCOP et les SIC, SARL et SA, pas pour les SAS, qui permet de faire un emprunt remboursé à terme, remboursé au terme des 7 ans. Notre modèle économique nous impose de le rémunérer faiblement, donc 1,2 à l'époque 1,98%, ce qui est considéré très faible si on compare tous les titres participatifs qui étaient émis sur les plateformes. Donc on a eu un petit peu du mal, vu notre jeunesse, vu la faible rémunération, l'activité innovante, d'aller racheter des biens immobiliers que personne ne veut racheter, où il y a vraiment un déficit d'acteurs. Donc, on a dû faire le tour des plateformes et aller donc travailler avec la plateforme Tudigo. On avait regardé WeSeed, on avait regardé Lita, et à l'époque, la seule qui a cru véritablement dans le projet, c'est Tudigo. Et donc, on a fait une levée de fonds
pour donner des chiffres un petit peu factuels, à peu près le même nombre de personnes, c'est un hasard, hein, 260 personnes, mais c'est pas exactement les mêmes. On a levé 250 000 euros et donc c'était rémunéré de 1,98%. Depuis, on a baissé la rémunération à 1,5 pour les nouveaux types participatifs. On s'est payé un film. Là, du coup, on n'était pas dans le bénévolat comme à l'usine. On a fait bosser une petite boîte de prod qui nous a fait un petit film bien animé pour environ 4 000 euros. On avait une salariée responsable de la communication qui a dédié, on n'a pas mesuré, mais plus de la moitié de son temps et 3 salariés, dont moi, qui étaient vraiment très mobilisés. Donc, encore une fois, si on avait, dans la même période, on s'est financé auprès de France Active, le réseau pour lequel travaille Fabienne, ça nous coûte beaucoup moins cher d'aller élever 200 000 euros. Mais le retentissement n'est pas le même. En même temps qu'on a levé cet argent, déjà, ça nous a aidé à obtenir les fonds à France Active. Ça nous a aidé à obtenir des fonds par ailleurs. Ça nous a fait connaître de ces 260 personnes, mais de bien d'autres, puisque on a eu des échanges avec des milliers de personnes dans cette période. Et ça a été un vrai coup de démarrage, coup d'accélérateur pour le projet. Et ça nous a permis de faire nos premières opérations d'acquisition vraiment en cohérence avec notre message. C'est-à-dire, on achète des biens avec et pour les habitants, donc de respecter notre promesse d'une foncière citoyenne solidaire. Du coup, ça vient corroborer ce que Adrien disait de son expérience, c'est-à-dire que concrètement, dans l'exemple que tu viens de développer, Sylvain, cette campagne, elle a permis de mobiliser des fonds qui sont venus soutenir le plan de financement de Village Vivant. Ça a été l'occasion de communiquer sur le projet alors que le projet était un peu jeune, sur une idée innovante et que justement c'était une façon de se rendre visible et de faire valoir cette initiative et puis de créer une communauté. Peut-être qu'on peut moins parler de tests de marché dans ce cas-là puisque ceux qui ont souscrit au titre participatif sont pas les clients forcément de Village Vivant, mais en tout cas ça vient bien corroborer ce que disait Adrien. Moi, je peux ajouter en tant que financeur, puisque c'est aussi mon métier, que pour un financeur, le crowdfunding, c'est aussi un ensemble d'avantages, puisque ça permet de venir conforter, alors je parle surtout de la partie peut-être crowdfunding en don, pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure, Sylvain, plus on est sur un modèle économique, entre guillemets, qui répond à un objectif social, plus la rentabilité du projet, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est une réalité à un moment, va être limitée et donc plus il y a un enjeu au départ de limiter l'endettement sur le projet. Et le financement participatif par du don, c'est une façon de collecter de l'argent au démarrage, de venir conforter la partie apport personnel ou apport des porteurs de projet dans le projet et de réduire le recours au financement extérieur tel que l'endettement qui vont peser ensuite sur le projet en termes de remboursement. Et on dit souvent que pour bien financer un projet d'investissement ou de démarrage d'une entreprise, il faut avoir 30% d'apport et le reste sont des ressources qu'on va chercher soit auprès de la banque ou d'autres partenaires. Et du coup, le financement participatif peut venir conforter cet apport et c'est vraiment vrai pour les projets portés par des associations qui sont bien souvent portés par un collectif de bénévoles, mais dans lesquels il y a peu d'apports sonnants et trébuchants en numéraire, puisque c'est pas le premier réflexe d'apporter de l'argent à une association. Et du coup, le crowdfunding peut être une réponse pour ça. Et puis, par ailleurs, comme tu disais, Adrien, c'est l'occasion de vérifier à la fois l'ancrage sur le territoire du projet, parce que plus il y a des gens qui soutiennent, plus on se dit que le projet est inscrit dans un territoire et aussi, c'est un retour sur la réponse aux besoins que le projet souhaite adresser et du coup là aussi c'est au-delà du test de marché, c'est se dire oui ça répond à un besoin social du territoire ou de la filière ou autre. Voilà ce que je voulais compléter par rapport aux deux interventions. On a beaucoup parlé de belles histoires, peut-être que
on a aussi dit que voilà, tous les projets, toutes les campagnes ne réussissaient pas, loin de là. Peut-être, Adrien, tu peux nous redire un petit peu les taux d'échec, peut-être tu les as mentionnés, mais peut-être qu'on peut le redire, et aussi les raisons qui font qu'une campagne ne réussit pas. Ouais, je ne les ai pas mentionnés, les taux d'échec. D'accord, voilà. En fait, au niveau national, en tout cas sur le don, sur le prêt et sur le capital, c'est très rare qu'il y ait des échecs. Ça doit être moins de 10% d'échecs. En général, les projets sont tellement matures et puis il y a une telle sélection qui font qu'ils finissent par se financer et trouver des financeurs auprès du grand public. Alors que sur le don, c'est essentiellement les projets qui vont aller chercher leurs contributeurs. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Je vous dirai juste après les raisons souvent des échecs des campagnes. Mais en tout cas, pour vous donner un chiffre, on est à 30% des projets. Nous, sur KissKissBankBank, on est à 30%, enfin un petit peu moins, on doit être à 28% des projets. On a un taux de réussite, en tout cas, qui est de 72%. Donc, ça veut dire 28% des projets qu'on finit par valider sur la plateforme, qu'on accompagne, qu'on va sélectionner, qu'on finit par mettre en ligne. Eh bien, il y en a 28% qui ne réussissent pas à obtenir les fonds. Alors, quand on dit obtenir le fonds, c'est que sur KissKissBankBank, on a une particularité, mais c'est le cas aussi sur d'autres plateformes, c'est qu'on fixe un objectif de collecte à aller atteindre pour pouvoir débloquer les fonds. Donc, pendant la durée, on a une moyenne de collecte qui est aux alentours de 40 jours. Vous partez par exemple sur 10 000 euros de collecte pour 40 jours. Si à la fin des 40 jours, vous collectez que 8 600 euros, vous êtes à 86%, eh bien, tant que vous n'avez pas atteint les 100%, on ne peut pas vous envoyer l'argent et votre projet échoue si au bout de 40 jours, vous n'avez pas atteint la somme indiquée. C'est un peu particulier. Et là où le porteur de projet fait un propre don à son projet pour atteindre la somme? Ça peut évidemment arriver, mais en fait, c'est pas tant que ça. Ça doit concerner 1 ou 2% des projets. Mais effectivement, si je suis à 8 800 euros et qu'il me reste 2 jours, en tout cas dans les 10 dernières minutes, je peux me dire que discrètement, je rajoute les 1 200 euros pour atteindre les 100%, parce que sinon, je passe à côté des 8 800. Mais en fait, il y a un effet dans les tout derniers jours de remontée spectaculaire qui n'est pas dû au porteur de projet. C'est juste que, étant donné qu'il y a le J-3, J-2, J-1, et qu'on est tous des procrastinateurs et procrastinatrices à travers le monde. En puissance. On commence à venir soutenir le projet dans les dernières minutes en se disant, bon allez, il a un besoin d'un coup de main, je vais contribuer aussi pour qu'il atteigne les 100%. Donc il y a une forte remontée. Mais on a quand même 28% des projets qui ne réussissent pas à aller atteindre l'objectif. Donc qui réussissent à collecter finalement 0 euros, parce que même si vous collectez 5 000 euros sur les 10 000, à la fin, nous, KissKissBankBank, on va rembourser tous les contributeurs sur les projets qui n'ont pas réussi. Donc, les gens qui ont mis 50, 100 euros sur un projet qui ne réussissent pas, ils vont les recevoir à nouveau. On ne prend pas de commission, évidemment, là-dessus. Le projet a échoué, et donc pour le porteur de projet, ça lui a, entre guillemets, rien coûté, si ce n'est peut-être de l'investissement sur une vidéo, en communication, et puis aussi et surtout beaucoup de temps. En général, les projets qui ne réussissent pas leur campagne sont des projets qui restent aux alentours de entre 0 et 10% du montant collecté. C'est très rare qu'un projet qui est à 20% ne réussisse pas à atteindre l'objectif, tout simplement parce que c'est des projets où on a beau les mettre en garde, on a beau les accompagner, tenter de les appeler, leur envoyer des mails en leur disant tout ce qu'il y a à préparer en amont, eh bien, ils ont tendance à dire bon, je vais travailler pendant la campagne et puis on verra. Et s'il y a des projets qui réussissent à collecter 100 000 euros, je peux tout à fait moi aussi. Alors qu'en fait, on ne se rend pas compte de la tonne de travail que ça demande d'aller collecter de l'argent. Et donc, ils mettent leur campagne en ligne et puis ils laissent venir, les gens potentiellement sur leur page. Et en fait, les gens ne viennent pas tout seuls, il faut aller les chercher. Donc, ce qui veut dire que derrière, les raisons de l'échec, c'est tout simplement sur les projets qui n'ont pas assez travaillé, qui ont très souvent surestimé combien ils pouvaient collecter et qui ont sous-estimé aussi le temps de préparation que ça demande quand on insiste nous, sur deux choses, à la fois la qualité de la page et le ton qu'on va donner à son projet, donc un petit peu l'éditorialisation et comment est-ce qu'on va communiquer son projet auprès du grand public et le rendre le plus attractif, attrayant possible. Et puis en parallèle, on va insister auprès du porteur de projet pour qu'il trouve une communauté sur laquelle s'adresser et s'appuyer pour aller communiquer son projet et arriver à collecter déjà des premiers fonds avant d'aller potentiellement élargir à un plus large public. Et en général, quand on n'a pas réussi dans son projet, c'est souvent qu'on part et les gens viendront donner naturellement, alors qu'en fait, ils ne viennent pas donner naturellement. Donc c'est une question de travail très souvent. Et je le dis avec l'expérience que j'ai, parce que ça fait 5 ans que je travaille dans ce métier-là et que j'ai accompagné plus de 1000 projets.
Souvent, les projets qui réussissent pas, ils n'écoutent pas trop les conseils, ils se disent, bon, bah, ça va, je gère mon truc, mon projet, il est génial, et du coup, je vais réussir à aller collecter les 50 000 € en claquant des doigts, et on a beau les mettre en garde en leur disant que, bah, potentiellement, déjà, aller atteindre 5 000 € c'est du boulot, alors aller atteindre 50 000, leur s'y mettre pendant 4 mois avant, bien, ils vont quand même, ils échouent, ils restent à 0%. Donc, ça arrive aussi, ouais. Je peux illustrer des campagnes que j'ai vues démarrer où je me suis dit qu'ils n'allaient pas décoller. Elle était comme ça et il présentait le projet avec un ton qui n'était pas le bon ton. Du coup, vraiment l'importance d'une stratégie de communication, c'est primordial. Même si je ne veux pas contredire le propos, c'est de rester aussi humain et d'avoir des temps présentiels. Mais voilà, avoir une vraie stratégie de communication. J'illustre un petit exemple. On n'avait pas été hyper créatif, mais au moins on avait été bon élève. On avait anticipé pour l'usine vivante. On avait écrit 25 contenus pour publier un jour sur deux un nouveau contenu autour de la levée. Donc, on a fait une campagne de 50 jours ou je ne sais plus combien, à peu près 50 jours, et on a fait un abécédaire. A comme association, puisque l'usine vivante est composée de bénévoles. B comme bénévole. Et bref, du coup, à l'avance, on avait quasiment tous nos contenus et on n'était pas dans l'improvisation avec le truc où on oublie, où on fait des fautes, ou bien c'est pas bien charté, ou c'est pas voilà. Du coup, et puis vous voilà, aviez planifié les publications de vos contenus, voilà, justement. c'est ça. Et d'autres choses qu'on avait fait avec l'usine et avec Village Vivant, mais je vais énumérer d'autres idées, c'est du présentiel. Donc j'ai pris l'exemple d'utiliser la journée du patrimoine qui était en lien direct avec notre sujet. Il y a plein de journées nationales sur d'autres sujets qui peuvent résonner avec vos projets. Donc appuyez-vous sur des événements qui existent déjà. Et donc vous venez vous greffer à des dynamiques et vous n'avez pas à créer toute la logistique, l'organisation de ces événements. Par exemple, à l'occasion du Forum des ruralités, si on l'avait fait sur place, eh ben, vous auriez pu en profiter, tracter pour attirer du monde sur d'autres événements, d'autres forums, d'autres événements très locaux, la kermesse du village. Eh ben, vous allez sur la place du village lors d'un autre événement parler de votre projet. Selon la nature de vos activités, à travers des formations, des conférences, des initiations, si vous êtes dans des choses plus manuelles, boulanger, potier, bah, vous faites des journées portes ouvertes, vous faites visiter votre local, vous faites mettre la main à la pâte, vous faites des soirées type concert ou des repas, voilà, des événements qui vont souvent déjà résonner avec vos projets, qui, en tout cas, ce qui nous parle beaucoup à Village Vivant, c'est créer du lien social, créer des emplois. Donc, vous allez participer à ces émulations de territoire et faire passer le message pour que ça puisse faire le buzz et circuler auprès des gens que vous voudriez mobiliser. Ok, super. Oui. Il y a une question sur la conversation, mais qui prenait un petit peu, qui était un petit peu sur le même sujet. C'était d'illustrer les événements locaux, mais je pense que tu viens justement de le dire, quoi, en donnant justement j'ai eu des exemples, nous répond Thomas. Le texte en même temps. Donc, oui, en fait, j'avais pas vu la question. Mais j'y ai répondu. Mais du coup, dans la question, est-ce que les contributeurs étaient du territoire? Donc, oui, que ce soit pour l'usine vivante comme pour Village Vivant, il y a une majorité de nos financeurs qui viennent de nos réseaux proches. C'est une évidence. Mais dans les deux cas, on a réussi, surtout pour Village Vivant, mais un petit peu aussi pour l'usine vivante, à mobiliser des gens des quatre coins de la France pour qui ils ont trouvé une résonance avec leur sujet leur centre d'intérêt, les causes qu'ils veulent défendre ou des problèmes auxquels ils ont été personnellement confrontés. Donc voilà, on va toujours mobiliser, on parle beaucoup de premier cercle, deuxième cercle et après le grand public. Donc on mobilise à fond son premier cercle qui permet d'aller atteindre en fait le premier cercle de mon premier cercle, c'est mon deuxième cercle.
c'est-à-dire les amis de mes amis. Et donc là, souvent, il y a une proximité géographique. Mais voilà, déjà, quand on touche les amis de nos amis, ils peuvent être ailleurs. Et dès qu'on arrive à toucher le grand public, c'est le storytelling, l'art de raconter votre projet et de faire vraiment apparaître clairement la portée de votre projet. Trouver l'angle dans la narration. Pour Village Vivant, c'est créer du lien social et préservation du patrimoine. Déjà, c'est deux gros blocs, mais on pourrait en ouvrir d'autres. Il y a plein d'autres sujets dans Village Vivant, mais ces deux blocs-là sont ceux qui nous paraissent les plus puissants en termes de message. Dans vos projets, il faut identifier le message et vraiment la portée de votre projet. Il nous reste une dizaine de minutes. Il y a eu quelques questions au fil de l'eau, mais n'hésitez pas à en reposer dans le chat parce que du coup, finalement, on a développé tout en répondant à des questions. Moi, j'ai deux questions complémentaires qui me viennent là, en vous écoutant l'un et l'autre. C'est quand on parle de mobiliser, de démarrer avec une communauté déjà constituée, donc notamment d'avoir un premier cercle auprès duquel, d'un premier cercle à mobiliser pour une campagne. Souvent, je crois, vous allez me contredire ou non, qu'il faut se dire qu'environ 30% du nombre de personnes qu'on souhaite toucher doit être constitué par ce premier cercle et que si on démarre avec un premier cercle qui est vraiment très loin de l'objectif qu'on a, c'est-à-dire 10%, ça va être d'autant plus compliqué d'atteindre l'objectif. Donc ça, c'est une première question. Puis peut-être après nous donner quelques conseils ou critères, on va dire, pour aller choisir une plateforme, en fait, parce qu'il y a quand même une offre très importante, surtout dans le don. Tu l'as dit, Sylvain, dans le crowd equity un peu moins, donc le choix se fait peut-être plus facilement, mais dans le don, ce serait bien d'avoir ton retour, Adrien, pour donner des conseils sur comment choisir sa plateforme. Ouais, alors attends, c'était quoi le premier point? Parce que du coup, je me suis concentré sur c'était quand on dit on veut mobiliser, on a vu qu'une des conditions de succès, de réussite d'une campagne, c'est d'avoir une communauté déjà constituée au départ. Quelle importance cette communauté doit avoir? Alors, c'est tellement variable que c'est compliqué de vous dire si vous cherchez 10 000 euros. En fait, vous pouvez faire un calcul très simple. Si vous voulez 10 000 euros, avec un taux moyen de 50 euros, il vous faut 200 contributeurs. Et donc, si on vous disait, c'est à peu près 30% premier cercle, 30% deuxième cercle, et puis 40% troisième cercle, il vous faudrait, autour de vous, à peu près 66 personnes, si je ne me trompe pas, vous listez tout ça, etc. Si c'était comme ça, ce serait facile, parce qu'on arriverait à savoir précisément combien vous allez collecter selon votre réseau. Alors, en fait, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de chiffre miracle. C'est simplement, ça va dépendre évidemment de combien vous voulez collecter. Si vous voulez 4 000 euros, si vous voulez un projet à un moyen à 5 000 euros, l'essentiel va venir de son premier et deuxième cercle, parce qu'on n'est pas sur un projet qui cherche à aller collecter des sommes lentes. 5 000 euros, c'est 100 contributeurs. Et donc 100 contributeurs, si vous regardez autour de vous, entre vos amis, vos proches, les personnes qui suivent votre projet depuis très longtemps, qui y sont intéressés, etc., ça se trouve. Et puis il y a les amis, il y a ce premier cercle-là, où on pourrait dire c'est votre deuxième cercle, les gens qui sont un peu plus éloignés de vous, vos anciens collègues, des amis d'amis, etc. Normalement, à 5 000 euros, on se débrouille juste avec ça. Par contre, quand on est sur un projet qui veut aller collecter déjà 20 000, 50 000, 100 000 euros, nous, là, le mois dernier, on a eu un projet qui a collecté 1,8 million d'euros sur du don. Évidemment, sur les 1,8 million d'euros, il n'a pas eu un tiers qui est venu de ses amis et de ses très proches. Donc, on va travailler dans ce cas-là sur des gros projets, sur ce qu'on appelle, nous, des cartographies de communautés, sur lesquelles on va demander au porteur de projet d'aller cibler à la fois son premier cercle, vers qui va lancer son projet dans un premier temps et qui va être ce premier cercle qui va faire confiance suffisamment au projet pour pouvoir débloquer les premiers fonds et lancer une norme de lancement. Et ensuite, d'aller trouver quelles vont être les autres structures et ces autres moyens pour parler du projet, parce que ce n'est pas simplement avoir des adresses mail, des amis, des messageries du monde sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit qui fait que ça va marcher. C'est aussi parce que vous allez avoir des personnes qui vont relayer autour d'eux et que vous allez avoir des relais d'influence potentiellement pour aller trouver votre public cible. Donc c'est compliqué de vous dire s'il faut un tiers de premier cercle. N'empêche que dans tous les cas, partir avec un capital de départ qui soit très important, et il faut vous dire que, en gros, lancez votre campagne, comptez pas sur le grand public dans un premier temps, et le grand public qui viendra, ce sera la cerise sur le gâteau. Avec beaucoup de chance, vous allez peut-être avoir 50% de vos contributeurs que vous ne connaissez pas,
il ne faut pas partir là-dessus. Il faut vraiment partir de travailler sa communauté en se disant, bah, est-ce que tonton Bernard, il va contribuer ou pas? Est-ce que j'ai son mail ou pas? Est-ce que les cousins, nanana, et puis aller un peu plus loin sur les personnes qui sont dans votre, pas seulement entourage, mais effectivement localement, pas très loin de chez vous. En tout cas, si vous êtes dans un réseau, si vous êtes dans un réseau, je sais pas, écolo, hyper impliqué dedans, est-ce que les personnes qui sont avec vous bénévoles dans telle ONG vont participer? Donc tout ça, ça se travaille en amont. Donc c'est impossible de dire combien il faut, mais en gros, nous, on va vous imposer de travailler là-dessus, c'est-à-dire d'arriver à définir combien de personnes à peu près vous avez dans votre réseau proche, mesure ensuite de vous définir à la fois un ordre de grandeur, c'est-à-dire est-ce que vous allez collecter plutôt 5 000, et ensuite, surtout pour les projets qui veulent 20 000 € et plus, sur lesquels il y a beaucoup plus de travail. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important, et c'est ce qu'on a tendance en fait à vous estimer quand on est porteur de projet en se disant, ben voilà, moi j'ai beaucoup de porteurs de projet qui me disent, t'en fais pas Adrien, je connais la terre entière, j'ai beaucoup de monde c'est très à la mode là en ce moment, j'ai 3000 contacts sur LinkedIn, qui est un réseau social, ok, c'est très bien, mais en fait vous n'avez aucune interaction véritable avec les personnes avec qui vous êtes en contact. 3000 personnes sur LinkedIn, pour moi, égale 3 contributeurs, quoi, potentiellement. C'est vraiment comme ça que c'est pas du tout qualitatif. Donc on va vous demander vraiment autrement d'aller travailler le cercle familial, le cercle d'amis, le cercle professionnel, comment est-ce que vous allez arriver à les toucher. Et ensuite, quand vous lancez votre campagne, c'est ceux-là que vous allez solliciter en premier avant potentiellement d'avoir un article de presse, d'avoir un relais assez important d'influence qui viennent parler de votre projet. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, j'essaie de parler vite parce que le temps presse. Pour le choix de la plateforme, je suis le plus mal positionné pour vous en parler parce que je travaille moi-même pour une plateforme et je charge d'aller. Mon argument, c'est de heureux, non, plus sérieusement. Derrière, si réfléchit en termes de plateformes, et il existe en fait plus d'une centaine de plateformes de crowdfunding rien qu'en France. Faites bien attention quand même parce qu'il y en a qui sont vivantes de façade mais qui sont mortes derrière, c'est-à-dire vous pouvez déposer un projet mais il n'y aura personne derrière pour vous accompagner. Si vous devez réfléchir à la plateforme, pour moi, il y a deux choses. Il y a à la fois, est-ce qu'elle correspond à votre projet, je veux dire dans l'image ou quoi que ce soit. Si vous avez un projet uniquement associatif, eh bien, Helloasso est une plateforme dédiée aux projets associatifs, mais vous allez dans un flot de projets associatifs et d'autres plateformes peuvent aussi vous accueillir. À ça. Il y a des plateformes spécialisées sur des thématiques, il y a des plateformes spécialisées sur le sport, sur l'agriculture, sur la musique, sur la culture. Il y a des plateformes généralistes que sont KissKissBankBank et Ulule. On est les deux plus grosses plateformes européennes. Il y a de tout. Ouais. Donc, le premier point, c'est vers quelle plateforme vous êtes le mieux en termes de design et puis en termes d'univers. Le deuxième point, c'est est-ce qu'il y a une communauté potentiellement intéressée par votre projet sur la plateforme. Donc, si vous avez un projet agricole, posez la question d'aller soit sur une plateforme généraliste, soit à la communauté. Et le troisième point, surtout, c'est aller solliciter vous-même les plateformes pour voir ce que la plateforme peut vous apporter. En fait, ok, ça reboucle justement sur une question qu'on avait qui était quel accompagnement proposez-vous lors du dépôt des projets en amont, pendant, après la campagne? Ça va peut-être être compliqué de répondre de manière complète puisqu'on n'a plus que 5 minutes et qu'il y a encore une ou deux questions, mais peut-être voilà, tu peux voilà, éclairer cette partie-là un petit peu. Ouais, en deux mots, renseignez-vous sur l'accompagnement que proposent les plateformes. On a à peu près toutes les plateformes sont faites pour vous accompagner. On fait plus ou moins bien. Renseignez-vous bien et voyez ce que vous apportez. À la fois, nous, on apporte, enfin, en tout cas, une grosse plateforme, on accompagne. On va les contacter en phase de préparation de la campagne. Travailler avec eux sur plan de communication, sur la page, etc. Soit on se voit pour de vrai, on fait ça par vidéo, soit on s'appelle, soit on fait des mails. Et puis on essaie de vous suivre de près. Après, évidemment, ça dépend de combien vous voulez collecter. Hein. Si vous avez besoin de 1000 €, honnêtement, vous n'avez pas besoin d'énormément de conseils de notre part. Hein. On va vous envoyer les documents et on va vous suivre. Mais 1000 €, vous allez les trouver en une journée, en fait. Par contre, sur les gros projets, on va passer beaucoup de temps. Et donc, on fait l'accompagnement en amont. Le but, c'est que quand vous appuyez sur mettre en ligne votre projet, vous soyez quasiment sûr que votre projet est réussi. Et après, évidemment, pendant la campagne, on fait des points réguliers, très souvent une fois par semaine, voir où vous en êtes, vous donner des idées, potentiellement vous faire de la mise en avant, etc. Et puis, une fois que la campagne est terminée, on vous envoie évidemment l'argent, et puis on se donne des nouvelles, et puis on espère que vous envoyez bien les contreparties, que tout se passe bien. Donc,
renseignez-vous bien auprès des plateformes sur ce qu'elles peuvent vous apporter. Et il y a aussi un autre point, c'est les outils, les différents outils des plateformes. On a l'impression qu'on est toutes les mêmes, mais en fait, derrière, il y a plein d'outils distinctifs selon le type de plateforme, sur les contreparties, sur la mise en avant, sur les propositions de visuels, de vidéos, etc., etc. Donc, renseignez-vous bien là-dessus aussi. Ok, merci. Et pour compléter, il y avait une question sur quel est le pourcentage, combien une plateforme prend en moyenne en fonction de ce qu'on, voilà, je suppose, de la collecte. Ah oui, combien prend une plateforme moyenne? Ok, alors le modèle économique, il est très simple, c'est que les plateformes de crowdfunding, on prend toute la même commission, qui est de 8% TTC, des montants collectés uniquement si votre projet y réussit. Si votre projet, vous n'atteignez pas les 100%, on vous prend 0% de commission et on rembourse tout le monde et on aura travaillé avec vous pour rien, mais ça fait partie du jeu. On a tout intérêt à bien vous accompagner parce qu'on se finance avec une commission des montants collectés. Donc on est quasiment tous et toutes à 8%, en tout cas sur le don en échange de contrepartie. Sur le prêt et sur l'equity, enfin sur le capital, ils sont sur des commissions beaucoup, beaucoup plus faibles. Ok. On approche de la fin. Oui. Il y avait une question, quel est le moment le plus propice pour lancer un crowdfunding? Vas-y, Sylvain. Du coup, c'est quelque chose qu'on a. Bah ouais, il y a pas de réponse standard. Vous pouvez la lancer un peu à tous les niveaux de maturité de votre projet. C'est-à-dire, par exemple, à l'émergence, vous avez l'idée, vous allez créer l'association ou l'entreprise et vous avez besoin de tester le concept ou juste d'amorcer le truc. Mais du coup, l'ambition que vous allez vous donner, il faut qu'elle soit aussi en phase avec la promesse que vous pouvez faire, avec l'étendue de votre communauté à ce stade. Mais voilà, il y a plein de projets qui se financent juste là pour sortir du garage, sortir le projet du tiroir et créer un vrai projet dynamique. Il y a l'étape d'après. On a démarré avec d'autres moyens. Ça a été le cas pour l'usine vivante. Mais c'est pareil pour Village Vivant. Les premiers financeurs du projet, ça a été, pour l'usine, on était 10 bénévoles, on a prêté 5 000 € à la structure. Donc on a dit, avant d'aller demander aux autres de nous faire confiance, faisons-nous confiance à nous-mêmes. Donc on a mis 5 000 € et une fois qu'on avait démarré la machine, on a été chercher 260 personnes en disant, soyez fous avec nous. Et du coup, voilà. Pareil pour Village Vivant, les premiers financeurs, ça a été les porteurs de projets, Raphaël, moi, Valérie et des copains qu'on a embarqués dans notre folie, personne morale ou personne physique. Et on a démarré au départ avec 100 000 €, 90 000 € qu'on s'est prêté entre nous-mêmes. Et une fois qu'on avait démarré des activités, on allait chercher la communauté. Ça dépend, donc ça c'est d'un point de vue maturité, ça dépend de vos besoins. En fait, si à un moment vous avez besoin de sous pour démarrer, bah, c'est aussi à ce moment-là qu'il faut peut-être lancer une campagne de crowdfunding, mais comparez, ayez en tête qu'il y a d'autres dispositifs. Si votre seul besoin c'est de l'argent, il y a France Active, il y a France Initiative, malgré ce qu'on dit sur les banques, il y en a un paquet qui prennent, par exemple, Banque Populaire, Crédit Coopératif, Caisse d'épargne, pour citer ceux avec lesquels je travaille, ils prennent leurs responsabilités si on leur amène des bons projets. Il y a des fondations aussi qui financent. Donc, voilà. Mais c'est ça. En fait, ce que on peut peut-être du coup retenir de ce que tu dis, Sylvain, que et ce que dit aussi Adrien, c'est que si on est uniquement dans une recherche de financement, le crowdfunding, enfin c'est pas le moteur suffisant en fait pour déclencher une campagne de crowdfunding. Il faut avoir l'envie, l'objectif d'aller chercher autre chose, tester son marché, démarrer la communication lancer la communication sur son projet, lui donner de la visibilité et fédérer une communauté autour du projet, au-delà du financement à proprement parler. Tout à fait. Et moi, je dirais, j'aurais envie de dire, en sorte de conclusion, une campagne de crowdfunding, c'est un projet dans le projet. Il faut vraiment le prendre comme en mode projet de communication, projet de bénévoles, et voilà, c'est un vrai projet dans le projet. Avec des moyens dédiés, humains, en temps, qui se planifient dans le temps, qui s'organisent, quoi. Ok, je pense qu'on va devoir rendre l'antenne, comme on dit, parce qu'il est 13h01.
Merci à tous parce qu'on a été assez nombreux là sur cet atelier. Vous étiez une quarantaine à peu près tout au long de l'heure qu'on a passé ensemble. Et puis merci beaucoup à Adrien et Sylvain pour vos témoignages, vos retours d'expérience et vos apports sur ce sujet.